Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Sarah, la trèfle sophro, et Sophie, des voix de Sophie, pour parler de notre association Défragmentée. On a reçu pas mal de questions, à savoir pour qui on est là, comment on accompagne, et comment ça se passe aussi quand on est un proche. Cet épisode, c'est l'occasion de vous répondre, de clarifier les choses et de vous montrer concrètement ce qu'on fait et pourquoi. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Romane. Bonjour Sophie. Bonjour Romane. Comment allez-vous ? Ça va bien. Merci, et toi ? Ça va, merci. Et toi Sophie, comment vas-tu ce matin ? Ça va très très bien. Je suis très contente d'être là avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite FAQ, pour répondre du moins à la FAQ sur l'association donc Défragmentée, association dont nous faisons toutes les trois parties. Pour commencer, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de cette association, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Du coup, la genèse de l'association, c'est... En gros, du coup, moi, je suis sophrologue et j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, notamment une qui, du coup, avait une problématique, surtout par rapport à comment parler à sa famille par rapport aux violences qui a été vécues. En tant que sophrologue, c'est pas une réponse à laquelle je pouvais répondre. Je pouvais pas forcément apporter de choses. Et puis, en apprenant à vous connaître, toi, Romane, et toi, Sophie, sur les réseaux, ça a été une chouette rencontre. C'est vrai que c'est des choses qu'on avait l'habitude d'aborder et d'échanger ensemble. Et du coup, voilà, c'était un peu le moment de se dire qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à ce sujet-là. Et du coup, c'est comme ça que tout s'est un petit peu lancé, du coup. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, Sophie, s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors moi, en fait, je suis Sophie des voix de Sophie. Alors les voix de Sophie, c'est une plateforme d'aide pour les victimes de violences sexuelles que j'ai montée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ce que je fais, c'est de la pérédance. C'est-à-dire que j'accompagne les gens en tant que victime moi-même, victime rétablie. C'est-à-dire que je vis aujourd'hui bien, que c'est plus mon trauma qui dirige ma vie. Et en fait, moi, j'ai rencontré Sarah dans ce cadre-là il y a 1 an, quand j'ai lancé la plateforme. Elle était venue me parler et je m'étais intéressée à son travail. Et le projet de Défragmenté était vraiment hyper intéressant pour moi parce que, évidemment, je suis en contact avec des victimes de VSS dans mon quotidien, parce que c'est ce que je fais. Je l'ai subi moi-même. Et justement, cette problématique d'accompagner aussi les proches, c'est quelque chose qui est au cœur de mon projet. C'est-à-dire que j'accompagne aussi des proches, en fait, des proches de victimes qui savent pas comment gérer, qui savent pas quoi dire, quoi faire, qui sont perdus. Et donc, j'aimais beaucoup aussi cette dimension un peu globale d'accompagner la victime dans la révélation et d'accompagner les proches aussi, en fait, dans cette révélation. Donc voilà, mais pour revenir à ce que je fais, j'accompagne les personnes en tant que père, du coup, et je suis formée à différents sujets, on va dire, en victimologie, en facilitation de cercle de parole, récemment au système nerveux aussi, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai une vision globale du trauma, c'est-à-dire la vision vraiment neuroscientifique, mais aussi l'aspect systémique, qui est très important, je crois, surtout pour les victimes de VSS. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi, je pense. Merci Sophie. Sarah, tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît, même si on sait déjà que tu es sophrologue, du coup. Oui, carrément. Du coup, moi, je suis sophrologue. Ça fait faire plus d'1 an maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'accompagne majoritairement des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. C'était un peu un choix, mais évidemment, c'est pas uniquement les personnes que j'accompagne. On peut venir me voir pour tout type de besoins. Mais l'idée, c'était vraiment d'accompagner un public qui n'était pas du tout... en fait, pour qui il manquait forcément quelque chose, ou en tout cas, qui n'avait pas forcément un accompagnement ou une prise en charge un petit peu globale, ou en tout cas sur ces points-là. Donc voilà, c'est un peu utiliser la sophrologie pour donner une béquille à ces personnes qui ont envie de travailler sur tous les traumas, etc. Et donc voilà, donc c'était un peu l'idée, quoi. Voilà.
Sarah, toi et moi, on s'est rencontrés parce que je crois que tu m'as suivi quand tu as ouvert ton compte Instagram. Ouais. Et je crois que très vite, on a échangé sur des lectures, justement à propos des VSS, je crois, non? C'est possible, c'était sur Muriel Salmona, Ouais, justement. bah voilà. Et du coup, c'est vrai qu'après, eh bien, ma foi, tu es maintenant ma belle. Carrément. Donc finalement, t'as bien fait de t'abonner ce jour-là, puisqu'on partage une super aventure toutes les trois. Et ça, c'est génial. Exactement. On va donc passer donc à notre première question. Que propose l'association et sous quelles conditions peut-on se faire accompagner pour rédiger ce fameux livret? Ok, ça marche. Bon, alors du coup, donc pour te répondre, Romane, alors du coup, que propose l'association déjà? Donc l'association, elle propose un accompagnement qui est global par rapport à la révélation aux violences qui ont été subies par une personne. Et ça, la révélation, c'est à faire souvent aux proches, à la famille, à l'entourage, en tout cas à des personnes qui sont connues de tous par la victime. Et du coup, comment on le fait? On le fait via un accompagnement, et l'accompagnement, il se construit sur un outil. L'outil, c'est un livret qui est personnalisé et qui est écrit par une accompagnante. Donc, soit toi, Romane, soit toi, Sophie, ou soit moi, évidemment. Et dans ce livret, en fait, on va balayer la problématique qui est pluridimensionnelle des violences sexistes et sexuelles en proposant une trame au sein de ce livret. Et dans cette trame, il y a quelque chose d'assez complet et global qui permet de rapporter des fragments de la mémoire de la victime et de les mêler à des éléments de la pensée féministe pour les expliquer, et aussi d'apporter des clés de psychoéducation pour comprendre ce qu'est le psychotraumatisme, une chose qui se développe suite aux violences en fait qui ont été générées en fait par les violences qui ont été subies. Donc ça c'est globalement un petit peu l'outil qui est proposé du coup pour construire cet accompagnement. Et tout autour de ce livret, il y a un accompagnement en fait qui est proposé, qui va se faire en plusieurs étapes. Donc il y a ce moment de rédaction évidemment, et puis après il y a tout ce qui en découle. Il y a le moment de préparation mentale pour la révélation. Il y a le moment en tant que tel de la révélation. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement qui est après la révélation pour suivre à la fois la victime, mais aussi l'entourage qui a pu participer, qui a été surtout destinataire en fait de cette révélation. Et du coup, quelles sont les conditions pour pouvoir être accompagné par la SOS? Alors, les conditions pour pouvoir être accompagné, en fait, l'accompagnement est gratuit déjà. Ça, c'est important de le préciser. Et les conditions, c'est juste nous contacter actuellement pour pouvoir en bénéficier. Alors, juste une petite chose, c'est qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de financement. On commence, on débute. Et donc, là, clairement, en fait, les conditions, c'est que nous, on ait suffisamment de financement pour pouvoir justement proposer ces accompagnements et suivre le nombre de personnes qui ont envie d'être accompagnées. Donc actuellement, c'est plus un problème de notre côté, entre guillemets. Et puis voilà. On mettra la cagnotte dans la description de l'épisode si jamais on veut nous faire des petits dons pour qu'on puisse travailler. Exactement. Sophie, est-ce que tu peux nous dire si on a déjà commencé à travailler, à accompagner ou pas? Alors, il se trouve que oui. En fait, on a déjà fait Spoiler. On a déjà fait un accompagnement qui est terminé, qui allait donc jusqu'à la révélation. Et on a en cours 3 accompagnements, donc 2 qui sont déjà bien entamés, on va dire, et un qui va tout juste commencer. J'ai envoyé le mail ce matin, pour ne rien vous cacher. Voilà, donc on est encore une fois au début, comme l'a dit Sarah, c'est les premiers accompagnements qu'on fait, mais il faut bien comprendre que c'est un projet qui a été mûri, réfléchi, qui a été conceptualisé. Maintenant, on est dans les premiers accompagnements, donc c'est un projet qui évolue encore, et donc on tâtonne encore un petit peu, et c'est normal sur certains sujets, on va dire. Mais oui, on a déjà commencé, et ça se passe bien. Je pense qu'on est toutes contentes de ce qui se passe, et on est toutes très heureuses de participer à ce projet.
Et oui, il faut préciser que du coup, comme ce sont nos premiers accompagnements, ça nous permet également d'ajuster euh, nos conditions en fait d'accompagnement. Et on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que cet accompagnement, ces révélations, peuvent faire naître un grand sentiment de violence. Et ça, c'était important qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que comme tu le dis, on s'est rendu compte que la lecture en fait du livret de révélation pouvait être assez violente pour la victime. On avait évidemment anticipé ça, mais disons que c'est toujours en pratiquant qu'on peut vraiment mettre la mesure sur les choses. Et pendant nos premiers accompagnements, on a vraiment pris la mesure de cette violence, et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, le processus d'accompagnement de défragmenté, il est spécifique parce que nous, on est là pour mettre des mots par écrit sur le vécu des personnes, avec cette psychoéducation, avec ces informations, finalement, qu'on va donner aussi, nous, de notre côté, en tant que professionnels. Mais ça reste l'histoire de la personne, en fait, qu'on écrit. Et même si c'est écrit main dans la main, même si évidemment il ne s'agit pas de trahir le vécu de la personne, bien sûr, mais lire sa propre histoire écrite de la main de quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout évident. Et surtout, ça va vraiment mettre des mots, pas objectifs, mais en tout cas notre regard en fait de professionnel aussi sur des situations, par exemple. Et encore une fois, c'est toujours fait main dans la main. On a d'ailleurs 3 versions différentes du livret pour vraiment que le processus soit fait ensemble, avec bien sûr toutes les corrections nécessaires. On n'impose jamais rien, évidemment. Mais à la lecture de ces livrets, nos premières accompagnées ont eu vraiment ce sentiment de violence et qui est réel. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour accompagner ça, pour accompagner ces lectures, pour rassurer, pour aussi prendre le temps de lire, de mesurer l'ampleur en fait du traumatisme vécu ou des traumatismes vécus. Et après, chacun et chacune est différente évidemment, et il y a le vécu personnel, l'expérience qui entre en jeu, et chacune réagit à sa façon, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait normal et humain. Mais nous, on a vraiment à cœur de permettre aux personnes de s'exprimer, de verbaliser, et vraiment qu'elles se sentent en sécurité en fait avec nous pour avoir accès à ce livret de façon la plus safe possible, même si on a conscience de la difficulté. Oui, je voulais juste rebondir sur le fait, effectivement, en fait, le livret, c'est une démarche qui, clairement, qui fait qu'en fait, ça va mettre ça va être vraiment un miroir. Déjà, en fait, c'est quelque chose qui a jamais été fait, ou en tout cas, je connais pas forcément d'association ni quoi que ce soit qui aujourd'hui permettent en fait d'avoir cette démarche. Donc en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de guide pour dire, il n'y a pas de guide non plus pour recevoir. Et donc là, cette démarche, c'est une démarche où on fait un petit peu un truc c'est un terrain en fait où je pense que peu d'associations ou en tout cas peu de structures vont. Ouais. Et du coup, et bien évidemment en fait que c'est extrêmement difficile de se confronter à ce qu'on a vécu, même si on le sait. Parce que là, il y a aussi quelque chose où on se confronte effectivement au vécu de la personne, mais ensuite avec les éléments de la pensée féministe, on explique les mécanismes, on explique le système de violence, et du coup, le fait de pouvoir poser des mots sur quelque chose où très souvent en fait ces personnes, elles savent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elles savent pas pourquoi, elles savent pas comment ça s'est mis en place. Et là, en fait, c'est prendre conscience de façon peut-être, en fait, déjà d'un trait, en fait, parce que on a tout le livret, et dans tout ce livret, c'est un petit peu comme si on donnait tout d'un coup. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir une violence assez forte par rapport à ça. À ce moment-là, quand on lit effectivement peut-être même la première version de ce livret. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez toutes les deux, c'est que ça peut être très flou dans la tête des victimes qui nous contactent, et nous, on va mettre des mots. On va expliquer aussi les mots, les agressions qu'elles ont subies. Et quand toi, de base, t'as pas forcément ce truc de « j'ai été victime de ça, 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 ça », une fois que tu le vois écrit et que tu vois le descriptif un peu, et que nous, par exemple, on fait les liens entre les agressions subies, les souvenirs, etc., c'est clair que ça peut être un cocktail détonnant, quoi. Ouais, et puis je pense que la plupart des personnes qui viennent à nous, elles ont vraiment à cœur de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour leurs proches. Et c'est normal, et c'est bien. Et elles oublient qu'elles aussi sont dans le processus. Et que nous, on fait tout ce qu'on peut pour que le livret soit lisible pour les proches, sachant que ce sera dur, bien sûr. Mais on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit lisible. Mais il faut que la victime aussi puisse le lire
le moins difficilement possible, on va dire, et souvent les personnes n'y pensent pas à ça. Elles sont focalisées sur « attention, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur va lire ça et ça va être dur », mais ça va être dur aussi pour elles en fait. Et ça, il faut bien en être conscient. Alors c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, et on peut le faire, on le fait ensemble d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience que la violence, elle est pour les proches, mais elle est aussi et surtout pour la victime. Mais c'est un truc qu'on retrouve souvent, ça, de toute façon, le fait que les victimes, elles souhaitent protéger l'entourage des violences qu'elles ont subies parce que c'est hyper violent, etc. Mais il faut aussi, je dirais, remettre l'église au milieu du village. La victime, c'est la victime. Les proches, certes, ils vont avoir un choc, mais la souffrance, elle est surtout chez la victime et pour la victime. Ouais, tout à fait. J'ai une deuxième question que je vais peut-être te poser à toi, Sophie, parce que ça te correspond. Comment on envisage le livret, comment on envisage la révélation quand les proches sont encore en lien avec l'agresseur ou l'agresseuse ? Ah, c'est une bonne question, une question complexe. Alors déjà, en fait, chaque détail, chaque étape de la rédaction et de la révélation se passe toujours sous la validation de la victime, hein, bien sûr. Nous, on connaît notre travail, on sait ce qu'on a à faire. Par contre, c'est toujours la personne qui va décider des modalités. On peut lui faire des propositions, des suggestions, mais c'est jamais nous qui décidons. Donc, quand les proches sont toujours en lien avec l'agresseur, on va tout simplement déjà faire du cas par cas, voir par exemple quel est ce lien. Est-ce qu'ils vivent toujours ensemble, par exemple ? Si c'est le cas, on va demander à la victime, est-ce qu'elle souhaite que l'agresseur soit mis au courant du livret ou de l'éventuelle révélation ? Ça pourrait être le cas. Si c'est pas le cas, on le fait pas. Pour la révélation de façon concrète, parce que le livret, c'est entre guillemets plus facile, il suffit de pas donner le livret à lire à l'agresseur et de donner une consigne claire à la personne. Par exemple, dans le cadre d'une famille où tout le monde vit sous le même toit, on peut dire, voilà, les frères, les sœurs et par exemple le père a le droit de lire, mais la mère n'a pas le droit de lire, ou l'inverse, suivant les cas de figure. Pour le moment de la révélation en elle-même, c'est la même chose. Toutes les modalités sont discutées avec la victime. Nous, on va proposer des choses. Par exemple, est-ce qu'on va faire en présentiel, dans un endroit neutre, ou alors dans la maison, ou alors dans l'appartement de la personne, ou en visio, peu importe. On fait surtout de la visio d'ailleurs pour l'instant. Mais ça pourrait être amené à évoluer, on verra. Mais en tout cas, les modalités sont toujours discutées avec la victime, et c'est elle qui est décisionnaire. Si elle souhaite que l'agresseur ne soit pas du tout au courant, par exemple, de tout ce processus, on donne les consignes, nous, en tant que tiers. On va dire, voilà, aujourd'hui on est là pour parler de ce qu'a subi la personne. Par contre, on vous demande de respecter sa volonté de secret, de ne pas divulguer les informations, si c'est son souhait. Après, ça dépend vraiment des personnes, et surtout, il faut qu'elles osent s'écouter, proposer ce qu'elles veulent, et vraiment, si elles ne savent pas justement ce qu'elles veulent, c'est un processus qui est dans le temps, hein. Un accompagnement, ça dure environ 3 mois, et donc on peut prendre ce temps de choisir quelque chose et puis changer d'avis, ou alors se dire, en fait, je sais pas, moi, si j'ai envie que mon agresseur sache que je l'ai dénoncé, ou alors au début j'ai envie, puis finalement j'ai pas envie, ou l'inverse. Mais en tout cas, tout est toujours discuté, et il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'important, c'est que la victime soit à l'aise avec la façon de faire qu'elle choisit. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par Sophie, et effectivement c'est juste un petit ajout en disant que en fait, la victime, la personne qui va être accompagnée, on va vraiment être à l'écoute de l'ensemble de ses besoins. C'est-à-dire que si effectivement pour la révélation, il y a des éléments dont elle a envie ou qu'elle n'a pas vraiment envie, on sera en fait à l'écoute de ce qu'elle a envie. En gros, c'est que cette révélation, on la co-construit. Nous, on écrit le livret, bien évidemment, avec ses fragments de mémoire ou pas, où on a ces fragments de, en fait, ce qu'elle veut bien nous apporter, mais en tout cas il y a une espèce de co-construction, c'est-à-dire qu'elle reste maîtresse de comment elle va faire la révélation, cette personne, pour que elle soit ok en fait avec tout ce qui va se passer par la suite, voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose où il n'y a pas de désappropriation, il y a vraiment une écoute de ce qu'elle a besoin et envie de faire, et même en fait il y a un moment, notamment pour le suivi post révélation, donc
juste avant, avant la révélation, désolé, il y a la préparation mentale où on pose aussi toutes les attentes de la personne, où on l'invite à réfléchir à comment elle souhaite faire cette révélation, à qu'est-ce qu'elle souhaite en fait après ce moment de révélation. Il y a, en gros, c'est vraiment de se dire la personne accompagnée et la personne qui est au centre. Et nous, on est des personnes qui vont accompagner. En tant que telles, on va être un soutien par rapport à ce qui va être fait. Alors, troisième question. Que faire quand la famille nous culpabilise quand on révèle ses violences ? Ok, allez, j'y vais. Du coup, déjà, il y a quelque chose. Cette question, elle est forte, je trouve, parce que du coup, ça montre à quel point en fait la société, le monde dans lequel on vit, notre entourage a cette tendance en fait de renverser la culpabilité. Nous aussi, on est là avec Défragmenté pour repositionner le rôle de chacun et le rôle aussi, enfin pas le rôle, la position de victime en tant que telle dans une situation de violence, justement en fait pour contrecarrer en fait cet aspect de culpabilité qui est toujours renversé sur la victime aujourd'hui. L'idée avec ce livret aussi, c'est de montrer qu'en fait, effectivement, le comportement ou la réaction des proches par rapport à cette révélation, du coup, elle est problématique parce que, en fait, ce qu'on va apporter avec ce livret, c'est de dire que dans ce système de violence, déjà, la victime n'a pas de responsabilité et donc pas de culpabilité à avoir par rapport aux violences qui ont été produites, ni par rapport au moment où elle décide de révéler ce qui a été vécu. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, avec ce livret, on essaye de montrer que c'est un système de violence et que l'entourage, les personnes qui étaient présentes lorsque les violences ont pu être générées, que chacun et chacune avait un rôle, entre guillemets, qui peut être témoin, conscient ou inconscient, qui peut être complice, ou qui peut être victime collatérale aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, de se dire que cette culpabilité qui est souvent en fait donnée et faite porter à la victime, c'est une chose en fait que nous on va travailler avec la personne qui va être accompagnée pour pouvoir pour l'aider à prendre conscience que c'est pas du tout quelque chose qui est ok avec ça. C'est en ça que le livret il est super important puisque on va vraiment venir déconstruire peut-être tous les schémas de pensée que les proches peuvent avoir, tous les clichés, etc. Et dire non, en fait on va vous expliquer pourquoi, tac 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 tac, et voilà, maintenant vous savez, il n'y a pas à dire pourquoi t'as pas parlé avant, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, et t'as pas dit non, et tu t'es pas débattu. Tu veux rajouter quelque chose, Sophie ? Globalement, je trouve que vous avez très bien expliqué les choses, et peut-être que ce que j'aimerais rajouter, c'est que, comme l'a dit Sarah, quoi qu'il arrive, les personnes ne sont jamais responsables de la réaction de leurs proches. C'est-à-dire qu'on a souvent cette peur de se dire, mais si je parle, les personnes vont être tristes ou en colère, ou justement vont nous rejeter la culpabilité dessus. Mais déjà, c'est pas de notre fait, c'est pas notre responsabilité. Et je pense que quand les proches remettent la culpabilité sur les victimes, c'est une façon de se protéger, c'est une façon de rester dans le déni ou peu importe. C'est qu'ils n'ont pas envie, en fait, personne n'a envie de savoir qu'un de nos proches a subi ça, évidemment. Voir qu'un de nos proches a été l'agresseur, parce que c'est souvent ça aussi la problématique, c'est que dans le cadre de violences intrafamiliales, on apprend que notre proche est victime, mais on apprend aussi qu'un autre de nos proches est agresseur. Donc il y a tout ce jeu en fait de schéma de pouvoir et de domination qui se fait en fait. Et donc oui, le livret peut aider à déconstruire les schémas de pensée, on leur donne de l'information, on leur explique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter, mais au moins ils auront ce matériau-là, ils pourront s'y référer. Et je pense que le plus important, quelle que soit la réaction que les proches peuvent avoir, c'est de garder en tête que c'est pas notre responsabilité à nous en tant que victimes. C'est voilà, on a parlé quand on a décidé de parler. Après, les autres, ils gèrent leurs affects, leurs émotions. On est entre adultes. En tant qu'adulte, on est censé savoir se gérer. C'est exactement ça. Je finis de rebondir après sur ce que a dit Sophie, c'est qu'effectivement, en fait, il faut savoir que les personnes qui décident de parler,
c'est un long processus en fait pour ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est pas ça a été longuement et mûrement réfléchi parce qu'en fait il y a eu le pour, le contre. Qu'est-ce que ça allait faire provoquer dans la famille, chez les proches, dans tout l'entourage, et que effectivement en fait ce sentiment de culpabilité, en fait au final elles l'ont déjà en fait ces personnes avant même de parler, avant même que quelqu'un leur fasse peser entre guillemets, parce qu'elles se disent je vais faire exploser la famille. Parce que effectivement, en fait, c'est des sujets tabous. Il y a un déni en fait de société qui fait qu'aujourd'hui, on se dit que si jamais on apporte ce sujet-là qui est quand même fortement problématique, oui, on risque de faire péter quelque chose. Le truc, c'est que ces personnes-là, ça fait des années. Ça fait un moment où, en tout cas, c'est pas une histoire de ça m'est sorti de la tête, hop, je vais aller en parler et puis je vais tout faire péter et je vais tout casser. Non, ça a été un truc qui a été ruminé, pensé, où ça a travaillé la personne. Donc clairement, en fait, cette culpabilité, bien sûr que c'est fort possible. Hein, c'est une des réactions des proches. Et comme tu disais, Sophie, peut-être certainement pour se protéger, mais c'est une réaction qui n'est pas OK. Et donc c'est quelque chose sur laquelle on va cette réaction, on va travailler avec la personne qui est accompagnée pour qu'il y ait pas une acceptation, mais en tout cas qu'elle se rende compte et qu'elle prenne bien conscience que cette culpabilité, ce n'est pas à elle de la porter. Ce n'est pas son rôle en tout cas. Je rajouterais aussi que dans le suivi post-révélation, on peut aussi intervenir auprès des proches. Donc, les proches peuvent aussi nous contacter et nous parler de la culpabilité qu'ils remettent en fait sur la victime, etc. Et nous, de notre côté, on peut aussi les aider à déconstruire un peu ce schéma de pensée. Tout à fait. Oui, c'est clair. Et puis aussi, dans ce suivi avec les proches après la révélation, c'est important aussi de préciser qu'ils sont libres de nous parler aussi de ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent exprimer des choses peut-être, entre guillemets, négatives, il vaut mieux qu'ils l'expriment avec nous plutôt qu'avec la personne concernée. Et que ça peut aussi tout à fait s'entendre que des proches soient épuisés de donner leur soutien quand ils le font, ou alors soient tellement choqués par la révélation qu'ils ne savent pas quoi faire et qu'il n'y a que des paroles blessantes qui sortent. Mais il vaut mieux du coup que nous, on soit là pour accompagner ça, pour les écouter, pour leur dire « Ok, vous êtes choqués, là vous avez une réaction qui est très violente, qui n'est pas forcément la bonne, mais vous avez le droit aussi de d'être choqués. » Simplement, nous, on peut essayer d'orienter en fait la discussion, on peut essayer aussi de leur expliquer qu'ils ont le droit d'avoir leurs émotions à eux, mais par contre qu'il ne faut pas qu'ils les fassent porter à la personne. Et donc on peut aussi en tant qu'accompagnante, écouter les réactions entre guillemets négatives et peut-être essayer justement de verbaliser et d'aider en fait comme un exutoire, permettre cet exutoire de la parole pour pas que ce soit justement la victime qui doive gérer cet affect-là, mais plutôt que ce soit nous. Un peu dans la même continuité, on nous a demandé aussi comment on pouvait se protéger de la tristesse de l'entourage. On parlait de la responsabilité, tout ça tout à l'heure, c'est un peu en lien. Qui se lance? Vas-y, je te laisse, Sophie. En fait, c'est vraiment le prolongement de ce que j'étais en train de dire, du coup, c'est rigolo. Alors, se protéger de la tristesse de l'entourage, je ne sais pas si on peut vraiment se protéger de la tristesse de l'entourage. Par contre, je pense qu'il faut toujours garder en tête ce truc que chacun est responsable de ses affects et de ses émotions. Et en fait, en tant qu'humain, c'est valable pour tout, en fait, dans la vie. On n'a pas à faire peser sur les autres nos affects. Bien sûr qu'on peut aider, on peut soutenir, mais on doit gérer nos propres émotions. En tout cas, dans un monde idéal, chacun doit être capable de gérer ses émotions. Et donc, je pense que quand les proches sont vraiment dévastés, que la tristesse est incommensurable et que du coup, elle vient sur nous, elle vient nous empoisonner, entre guillemets, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de leur suggérer, de leur recommander d'avoir un suivi, en fait. Et je pense que les proches de victimes devraient tous avoir accès en fait à un suivi et faire cette démarche, quel que soit le suivi, psy ou autre, chacun fait comme il veut, mais vraiment un peu comme les personnes qui ont des maladies très graves, par exemple, ou qui affrontent le cancer, ou des choses comme ça, les proches, des fois, ont des structures, justement, d'écoute, d'accueil, pour leurs affects à eux, pour les soutenir, et c'est important. Pour les victimes de VSS, pour moi, c'est pareil. Quand, par exemple, on prend le cas d'une mère dont la victime a été violée par un membre de la famille, la mère, elle fait partie de cette famille. Elle soutient, par exemple, déjà sa fille, mais en plus, elle doit vivre avec ça, quoi.
Il y a un membre de sa famille qui allait violer sa propre fille. On parle de choses extrêmement lourdes, extrêmement graves, et c'est normal que cette mère, elle ait une tristesse et même d'autres émotions extrêmement lourdes à porter. Et donc, pour ne pas, justement, remettre son affect sur sa fille, eh ben, il peut être tout à fait judicieux et intéressant qu'elle se fasse suivre, elle, en fait. Et je pense que c'est essentiel que les proches aient des structures d'écoute et d'accueil. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. D'ailleurs, j'ai en suivi des proches de victimes. En dehors de Défragmenté, avec les voix de Sophie, j'ai évidemment une majorité de victimes, mais j'ai quelques proches qui viennent à moi parce qu'ils ont besoin de parler et qui ne savent pas à qui parler. Sarah ? Ben oui, c'est exactement ça. Je pense que Sophie, t'as vraiment plutôt bien, enfin beaucoup, enfin t'as tout dit. Moi, ce que je veux juste rajouter, c'est que du coup, par rapport à ça, le travail de Défragmenté, c'est quand même de justement de proposer et d'inviter très fortement les personnes qui ont ce besoin-là, qui ont cette tristesse, cette colère, peut-être cette surprise, ce choc, à se faire accompagner. Effectivement, soit par Défragmenté pendant le suivi post-révélation, mais en tout cas de bien évoquer l'importance que cette tristesse et toutes ces émotions, elles ne peuvent pas, ces personnes-là, l'entourage, de le faire porter à la victime. C'est pas à la victime d'avoir cette responsabilité-là. Et comme tu dis, Sophie, tout le monde a la responsabilité de ses propres ressentis et de ses propres émotions. Et donc, c'est aussi le rôle de Défragmenté, d'expliquer, en tout cas, et de bien verbaliser ça pour que, au sortir de ça, effectivement, et la victime soit en mesure de pouvoir le dire, et l'entourage de le comprendre, ou en tout cas de l'entendre un petit peu. Ok. Du coup, par rapport à Défragmenté, aujourd'hui, comme vous le savez, on est une jeune association. On a commencé, l'association s'est créée en août et on a commencé vraiment à lancer les choses fin septembre. Et aujourd'hui, on a des personnes en liste d'attente qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement. Et pour être tout à fait transparente, on a entre 6 et 7 personnes. Et donc, globalement, on aurait besoin de 6 000 € pour pouvoir répondre assez rapidement aux besoins de ces personnes. Et du coup, 6 000 €, c'est quand même pas mal. Donc nous, on fait de notre côté des recherches et des demandes de subventions auprès de fondations d'entreprises, auprès d'institutions, auprès de structures qui veulent bien nous aider. Mais évidemment, c'est des demandes en fait qui font qu'en fait, il y a un certain délai entre le moment où on demande et le moment où on reçoit potentiellement des subventions. Ce qui n'est jamais vraiment sûr, mais en tout cas, voilà. Et donc, on a aussi cette deuxième possibilité de faire appel à la donation, au don, donc vraiment à la générosité et puis à l'engagement aussi militant des personnes. Et du coup, aujourd'hui, on a pas mal de choses. On a une première cagnotte qui est de campagne de crowdfunding sur Hello Asso, et on a pu récolter quasiment l'équivalent d'un accompagnement. C'est génial, et merci beaucoup à tous et à toutes. Bon, en particulier toutes d'abord, mais du coup, il y a beaucoup de femmes qui ont pu donner. Et puis on a une deuxième campagne de crowdfunding qui a été montée à la suite de l'initiative d'Iris. Iris, c'est une femme qui va courir les 5 km de l'Ultra Ardèche, je ne sais pas comment dire, mais c'est coupé, mais voilà. Et qui du coup via en fait cette initiative voudrait aider une association. Donc du coup on a ouvert cette cagnotte, elle avance à petits pas. Donc faut pas hésiter, si jamais quelqu'un veut sprinter en termes de donation, ne pas hésiter, ou voilà. Donc voilà, on a des soutiens de la donation, mais clairement en fait le nerf de la guerre, c'est que si aujourd'hui on n'a pas d'argent, on pourra pas accompagner les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, faut pas hésiter. Et Iris, quand je lui ai parlé de Défragmenté, que c'était un projet qui était en train de se lancer, elle m'a tout de suite fait confiance. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a souhaité faire sa première course avec nous. Et vraiment, je la remercie profondément, sincèrement, parce que humainement, c'est une personne qui a beaucoup à donner, qui est victime elle-même, et c'est pour ça qu'elle court. Et c'est un engagement qu'elle a pris avec nous et qu'on a pris avec elle dans une relation vraiment de confiance.
Et elle va même courir d'autres courses maintenant pour nous. On a pris cet engagement, entre guillemets, sur la durée. C'est comme finalement un peu notre ambassadrice, mais côté course. Et je pense que, je me sens très chanceuse qu'elle soit à nos côtés. Je trouve que c'est un très beau message, un très beau projet. Et je la remercie infiniment. Et on a aussi lancé les rendez-vous engagés, notamment avec vos 2 ateliers qui vont arriver pour la fin mars. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sarah, sur les rendez-vous engagés ? Oui, alors carrément. En fait, les rendez-vous engagés, ils ont été clairement inspirés de ce que fait Camille Test. Camille Test, qui est prof de yoga, qui a écrit le livre Politiser le bien-être, et du coup, qui fait chaque mardi ou quasi, mardi soir, pardon, elle fait un cours de yoga. Et pour lequel, en fait, toutes les personnes qui y participent, donc pour les femmes, toutes les femmes qui y participent reversent ce qu'elles peuvent à une association. Et donc, pour le mois de mars, on a pu bénéficier février-mars, du coup, on a pu bénéficier de tous les dons de ces personnes qui ont participé à ces activités, à ces séances de yoga. En gros, l'idée de Camille Test, c'est de s'engager dans la lutte de cette manière, en fait, de proposer quelque chose et de permettre à des associations d'en bénéficier. Du coup, clairement, on a trouvé que l'idée était bonne, que ça marchait plutôt bien. Et on s'est dit, on a toutes plein d'arcs à nos... Plein de cordes à nos arcs. Bien sûr, plein de cordes à nos arcs, effectivement. C'est pas grave, Jean-Michel, à peu près. Je suis pas très forte avec les expressions, mais je les tente quand même. Vas-y. Et du coup... Et donc on a pas mal de cordes à nos arcs, et notamment on a toute une pratique qu'on est en train de faire, et donc l'idée c'est de proposer en fait une séance, un atelier, un cercle, en tout cas quelque chose qui nous parle et qu'on peut faire, et de reverser une partie de ce qu'on peut toucher à défragmenter. Donc là, pour moi en tout cas, c'est à la fin mars, c'est le 26 mars, et donc c'est une trêve soror, c'est ce que j'appelle une séance de sophro juste entre femmes, où on va venir un peu déposer tout ce qu'on veut, etc., mais en pleine conscience de ce qu'on vit au quotidien en tant que femme. Et du coup, donc la séance est à 15 € et 5 € seront versés à défragmenter par participation. Sophie, tu veux faire ta pub ? Et du coup, moi, je propose un atelier, mais qui est déjà la semaine prochaine au moment où on enregistre. Donc, je sais pas quand ça sortira, Romane, mais moi, j'ai un atelier mercredi de psychoéducation sur le trauma en termes de neurosciences. C'est sur l'écoute des victimes, où je présente en fait mes méthodes, mes postures d'accompagnement, mes postures d'écoute, et donc ce qui se passe dans notre tête au moment du trauma pour donner de l'information et de la psychoéducation. Donc voilà, 5 € sont versés également à défragmenter, et ça a lieu sur Zoom en visio, et ça coûte 25 €. Voilà pour les détails techniques. Et aussi, on a déjà fait un cercle de parole du coup avec Iris, où tout l'argent récolté avait été reversé à défragmenter. C'était un cercle de parole sur le rapport au corps et au sport après le trauma. Et je sais pas, peut-être qu'on pourra envisager d'en faire un autre, pourquoi pas. Ce serait génial. Moi, je n'ai pas d'atelier pour le moment, mais je vous proposerai bien entendu des méditations humoristiques et des séances également de sophrologie. Et on a hâte. Yes. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Je vous mets tous les liens en description de l'épisode, le compte de l'asso et notre cagnotte Hello Asso. Parce que c'est grâce à vos dons et au financement qu'on réussit à choper qu'on peut continuer à accompagner des victimes gratuitement. Et si vous avez un trop-plein de rage, ce qui est plutôt sain vu le contexte, je propose un atelier colère et patriarcat le 23 avril de 19h à 20h15. C'est un mélange de sophro et de méditation cynique, et ça fait partie des rendez-vous engagés pour l'association. 5 € par inscription seront reversés à défragmenter. Pour les infos ou pour vous inscrire, venez me voir en DM sur Insta.
Merci. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide.